Bonjour à tous, et bonjour ou bonsoir, ou je ne sais quel moment vous regarderez cette émission, ou peut-être si vous êtes en direct, ben bonjour, bonsoir même, il est 20h. J'espère que vous allez bien. Voilà, aujourd'hui c'est un Things, puisque mes compères de Beats n'étaient pas dispo, et que la foule réclamait cette émission corps et âme. Donc voilà, me voilà pour un Things. Donc Things, je rappelle, émission sur l'Internet des objets, sur la domotique, smart home, tout ça, machin. Et pas que. Donc j'ai sélectionné plein de news ce soir. Je vais essayer de tenir mon heure. Donc c'est vrai que j'en ai mis pas mal. Et du coup, si vous voulez participer, n'hésitez pas dans la chat room. Je vous vois là, je vous juge. N'hésitez pas dans la chatroom du coup à venir commenter, faire vos retours d'expérience aussi dans ce que je vais raconter. Si vous avez des produits que vous avez déjà vous-même testés ou qui vous intéressent, n'hésitez pas. En direct du TGV Paris-Toulon, j'espère que ça va pas trop couper le DAB, mais c'est pas gagné. Les réseaux dans le train, c'est quand même pas ça. Donc voilà. Bon, écoutez, je vous propose qu'on démarre tout de suite par les news. Les news et la première, on va parler d'un truc qui est tombé aujourd'hui. Alors il y a du frais et du pas frais, hein, vous verrez. C'est Google Nest Wi-Fi. Donc vous savez, il y avait le Google Wi-Fi qui était le Wi-Fi Mesh de chez Google, ces fameux routeurs qui permettent de faire du roaming un peu dans toute sa maison et étendre le réseau Wi-Fi, avoir une bonne qualité de couverture réseau. Donc on sait qu'il y a un event hardware de la part de Google le 15 octobre, normalement avec l'annonce des Pixel 4. Mais il y aura peut-être d'autres choses un peu surprises, dont un nouveau Google Wi-Fi qui du coup rejoindrait la famille Nest de la Smart Home, puisque chez Google il ne faut plus dire Google Home mais il faut dire Nest. Donc on va se retrouver avec du Nest Wi-Fi sans doute le 15 octobre. Donc là je vous montre vite fait, hein, au-dessus vous avez un Google Home, en dessous vous avez un Nest qui serait Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 et Zigbee. Donc ça permettrait en plus de piloter des ampoules connectées ou ce genre d'appareil directement depuis finalement votre routeur. Du coup ça irait un peu plus loin que le routeur, mais ça ferait pourquoi pas box domotique. On peut très bien imaginer que justement Google Assistant soit de la partie, puisque c'est la rumeur qui court. C'est-à-dire qu'en gros, vous auriez la possibilité donc de dire un d'accord moteur de recherche, pour pas dire autre chose. Et du coup, votre petit routeur ou beacon Wi-Fi, répéteur Wi-Fi, va vous répondre. Et donc, vous pouvez poser des questions, domotique, machin, tout ça, mais aussi des questions comme avec un Google Home classique. D'ailleurs, certains pensent que le nouveau Google Home, donc qui serait du coup le Nest Home Mini, embarquerait en fait ce répéteur Wi-Fi mesh d'origine. Du coup, si vous achetez qu'on s'appelle un Nest Wi-Fi, en utilisant ces nouveaux Google Home Wi-Fi, ça vous servirait en plus de répéteur Wi-Fi. C'est la rumeur aussi qu'on voit passer sur Reddit et autres. Donc ça serait, pourquoi pas mal de voir ce truc débarquer. Ça permettrait d'étendre comme ça le réseau facilement grâce à des assistants vocaux. On sait que par exemple les Amazon Echo Plus contiennent aussi une puce Zigbee. Simplement, ils n'ont pas cette fonction de répéteur Wi-Fi, mais ça permettra à Google de proposer une solution tout en un, qui fasse Wi-Fi, box domotique et Google Assistant. Donc why not? Réponse le 15 octobre, on en saura sans doute un peu plus. On reste chez Google, vous allez voir, ça tourne pas mal autour de Google ce soir. Lenovo Smart Display 7. Alors je sais pas si les captures vont passer, parce qu'elles apparaissent blanches chez moi dans les incrustes de la régie, donc bon. Comme son nom l'indique, c'est quoi? C'est un écran de 7 pouces. Alors voyons voir, je vais cliquer dessus. Non, ça ne passe pas. Elles n'ont pas voulu se charger, tant pis. Un écran de 7 pouces, c'est, si vous vous souvenez du Lenovo Smart Display, c'était comment ça s'appelle, un écran avec un design un peu sympa, avec un dos en bambou et tout ça. On l'a pas déjà vu. Alors si, on l'a déjà vu, sauf que la nuance, c'est qu'en fait, on a le prix maintenant et la dispo. Donc Smart Display, avant il y avait un 8 et un 10 pouces, là maintenant il y a une version 7, donc plus petite. Le design a été un peu revu, le haut-parleur se retrouve maintenant désormais en dessous et pas sur le côté. Voilà, pour le reste, il a une caméra 2 mégapixels pour faire des appels entrants, ce genre de choses. Et évidemment, Google Assistant, c'est prévu
pour 129 € en octobre, donc un prix plutôt raisonnable pour un assistant à écran. Ouais, c'est ça là, c'est celui-là. C'est exactement celui que tu as sous les yeux. C'est cette image que d'ailleurs j'avais incrustée et qui n'est pas passée, donc un peu dommage. Et elle passe pas toi chez toi non plus? Si, ça y est, elle est passée. Hop, je la lance. Ouais, parfait, c'est celui-ci. Donc un design qui ressemble pas mal finalement au Echo Show. Sauf que cette fois-ci, le haut-parleur se retrouve en dessous alors que le Echo Show il est à l'arrière. Donc voilà, et toujours le petit bouton de confidentialité qu'on retrouve en haut derrière pour désactiver la caméra et le micro. Mister SP qui nous dit ouais, faudrait regarder si tu peux pas transformer un vieux Nexus 7 en Smart Display. Alors justement, l'autre news qu'on a vu passer à l'IFA, c'est le fameux mode qui permet de transformer n'importe quelle tablette ou smartphone Android en Google Assistant avec un écran spécifique, un écran de veille qui permet d'afficher les infos comme vous le feriez sur un Google Home. Et donc du coup, un Google Home à écran. Et donc du coup, les tablettes pourraient bénéficier de cette app-là qui se met en surcouche. Quand vous le mettez en charge par exemple, ou si vous voulez l'accrocher au mur et le laisser en attente, vous pouvez activer ce mode-là. Donc ça pareil, à suivre, on saura sans doute un petit peu plus sur ce mode-là parce qu'il n'a pas vraiment été annoncé par Google. Il a juste été découvert là à l'IFA. Au début, certains pensaient que c'était juste Lenovo ou certains constructeurs qui avaient intégré un truc par-dessus. En fait, non, c'est vraiment natif à l'OS, enfin, c'est une appli native. Donc voilà, sur un touchpad, ça serait pas mal, hein. Effectivement, et Dreliox. Donc ça, on en saura sans doute plus aussi le 15 octobre, lors des annonces. Ces écrans-là, d'ailleurs, seront disponibles au mois d'octobre. Donc voilà. Et parmi les gens qui vont annoncer des choses, il y en a un autre qui s'appelle Amazon et qui va annoncer donc du nouveau matériel dès le 25. Ah oui, la capture est dégueulasse. Bon voilà, on voit le Echo Show 5 en haut à gauche, l'espèce de mini radio réveil. Le Dot et le Echo Plus, bon ça c'est la gamme déjà existante, mais le 25, on devrait avoir, le 25 septembre, on devrait avoir une conférence avec de nouveaux appareils. Là aussi c'est pareil, on nous promet des choses un peu nouvelles. Alors je sais pas trop ce qu'on peut nous promettre en assistant vocal. Alors c'est peut-être pas que ça d'ailleurs, parce qu'il y a aussi des rumeurs sur du matériel vidéo, des box TV ou ce genre de trucs. Mais là c'est pareil, ils viennent de sortir une nouvelle clé Fire TV. Bref, peut-être une nouvelle tablette, j'en sais rien. Donc bon, voilà, petite conf de la part d'Amazon. Ils avaient annoncé pas mal d'accessoires, mais malheureusement comment s'appelle on n'a pas eu de droit à la commercialisation de ces trucs-là. Par exemple, rappelez-vous, il y avait cette petite horloge connectée qui était en gros un accessoire pour Amazon Echo. Quand vous mettiez un minuteur, par exemple, vous aviez des LED tout autour du cadran. Alors, c'est une horloge analogique et vous aviez en fait les minutes, les barres des minutes qui pouvaient s'allumer derrière avec des LED. Et quand vous mettiez par exemple un minuteur de 10 minutes, ça allumait la LED à 10 minutes et elle descendait petit à petit pour indiquer qu'en fait il y avait un minuteur que vous aviez enregistré sur votre Amazon Echo. Alors je ne le dis pas trop parce qu'on en a un sur la table, donc si jamais je dis Alexa, voilà, on a entendu, eh bien ça risque de déconner. C'est sympa cette horloge, elle est sortie aux US, oui elle est sortie aux US, Rayam, elle n'est pas arrivée chez nous, et ils avaient proposé pas mal de kits pour faire des objets connectés qui puissent fonctionner avec. Et par exemple, on avait parlé avec Nelliger, qui avait à un moment un projet pour Electronique et vous, avec ses tubes Nixie et tout ça, de pourquoi pas faire un truc du genre. C'est-à-dire, vous demandez à votre assistant de mettre un compte à rebours 10 minutes, et son horloge Nixie aurait pu, grâce à ce petit module-là, changer l'affichage et mettre le compte à rebours directement. Et une fois qu'il est fini, elle repart sur l'heure normale. Donc voilà, ils ont sorti ce kit-là pour faire du développement d'accessoires qui vont avec. Il y avait un micro-ondes aussi qui avait été annoncé, il y avait tout un tas de trucs comme ça, grâce à ces petits modules-là. Donc j'espère que cette année on va voir ça par exemple. Pas mal d'accessoires et de trucs vraiment rigolos qui vont sortir grâce à ce kit-là. Et l'horloge était vraiment cool, donc j'aurais bien voulu la voir débarquer chez nous. Affaire à suivre. Il y a peut-être des choses aussi du côté des caméras, parce qu'on sait que voilà, ils ont racheté Blink, les caméras sans fil que je vous avais présenté d'ailleurs dans un épisode précédent. Et il est possible qu'il y ait des nouveautés de ce côté-là.
Donc là, pareil, on verra bien, sachant qu'elles sont entièrement compatibles avec tous les Amazon Echo à écran. Si vous lui demandez d'afficher la caméra du jardin, ou je sais plus ce que j'avais fait comme démo, mais ben, en fait, ça va vraiment vous afficher sur le Echo la caméra Blink que vous avez chez vous sur votre écran, quoi. Donc c'est plutôt bien fait. Je verrai bien aussi dans les annonces matérielles pas mal de choses autour de la domotique. On sait que pour le moment ils sont rentrés par l'assistant. Ils ont mis un peu de Zigbee dans le plus pour faire fonctionner deux, trois ampoules et tout ça. Mais je les verrais bien aller un peu plus loin, avec un moteur de routine un peu plus puissant, ce genre de choses. Et commencer à mettre un vrai pas sérieux dans la Smart Home et pas juste l'assistant vocal qu'on connecte à divers services. Aller un petit peu plus loin. Donc à voir. Ça sera le 25 septembre. On verra si tout ça se réalise ou pas. Et justement, en parlant des partenaires d'Amazon avec le Echo, on a Philips. Philips qui sort des ampoules, les Philips Wiz sans pont. Ce sont des ampoules Wi-Fi. Alors en fait, faut savoir qu'en fait, ils ont racheté une boîte qui faisait donc ces ampoules Wiz. Et ils ont lancé les Philips Wiz. Donc ils se sont associés sur ça. Donc voilà, ce sont des ampoules. Alors il en existe plusieurs, façon même tube incandescent et classique. Il y a différents modèles proposés. Il y a du blanc, chaud, à 2700K, du blanc froid à 5000K. On a du blanc qu'on peut choisir ou chaud ou froid. On a du full color, donc là on peut changer les couleurs et tout ça. Et donc deux ampoules à filament, une avec verre transparent et une avec un verre ambré. Voilà. Et ces 6 produits sont vendus J'ai entre... trouvé l'appareil LED Controller 2 à 22 à 5. Ah, Vous pouvez merci le contrôler en Alexa. disant éteins LED. Stop. Et du coup, en fait, ces produits sont vendus entre 10 et 20 dollars. Donc c'est pas grand-chose. Honnêtement, c'est pas grand-chose quand on sait ce que coûte une ampoule Philips Hue normalement. Et elle fonctionne sans pont puisqu'elle fonctionne en Wi-Fi. Donc voilà, avec une app et en Wi-Fi. Et donc aussi, elle fonctionnera avec vos assistants vocaux et tout ça. Donc bon voilà, c'est une nouvelle gamme de chez eux. À voir si ça débarquera chez nous, mais normalement ça devrait aussi arriver en France. Chez Philips, il y a une autre nouveauté qu'on n'attendait pas spécialement. C'est ça, c'est le Philips Uplay HDMI Syncbox. Alors qu'est-ce que c'est? C'est cette boîte-là. Cette boîte-là sur laquelle il y a 4 entrées HDMI CEC. Et l'intérêt en fait des modules volets roulants chez Amazon. Ça serait bien Hydreliox. Euh, donc là en fait, c'est 4 entrées HDMI. Et l'intérêt en fait c'est que ce boîtier va se connecter au pont Philips Hue. Et vous allez définir une zone. Ça existe déjà ça, des zones, les play zones, dans lesquelles vous pouvez dire bah, ces éclairages sont situés à tel et tel endroit dans la pièce. Et je veux qu'il soit synchronisé avec l'affichage par exemple de mon ordinateur. Il y a une appli sur PC qui permet de faire ça. Bah, ça fait exactement ça mais avec n'importe quelle source HDMI. Donc là, ils ont sorti il n'y a pas longtemps des espèces de barres LED comme ça, des petites et des grandes, que vous pouvez placer un peu partout dans votre pièce, ou même vos ampoules classiques de plafond et autres. Et il va faire la synchronisation. Alors ils ont fait une petite vidéo d'ailleurs qui est assez sympa où tu vois tout l'appartement qui change de couleur en fonction de l'action et tout ça. Dans le boîtier, vous allez retrouver l'alimentation classique, un câble HDMI fourni pour relier le boîtier aussi à la télévision. Et voilà, et vous reliez tout ça sur ce boîtier-là et en avant. Donc c'est CEC en plus, donc le changement de source est automatique. Ça vaut 250 euros quand même. C'est pas donné, mais ça fait le taf. Alors il existe déjà des kits comme ça que vous pouvez acheter. C'est fait à base de Raspberry Pi. Où en gros vous avez un splitter HDMI qui va séparer le signal en deux. Un qui va à la télé, un qui va vers ce Raspberry Pi. Et ce Raspberry Pi ensuite va contrôler des bandeaux LED que vous pouvez placer dans votre maison. C'est pas sur le système Philips Hue, mais vous pouvez placer par exemple derrière la télévision pour faire votre propre Ambilight. Ça permet de transformer une télé non compatible en télévision Ambilight. Pour ceux qui ne connaissent pas, hein, c'est le fameux éclairage qui s'adapte à l'image que vous êtes en train de regarder. Si le bord de l'écran est vert, par exemple, bah, les LED vont passer en vert sur le côté gauche et ainsi de suite. Et l'idée, c'est de rendre l'expérience télévisuelle un peu plus immersive. Alors, je sais que Charlie, par exemple, a une télé Philips Ambilight, et c'est vraiment cool. Après,
tout le monde n'aime pas l'expérience. Je ne sais pas si vous, dans la chatroom, vous avez trouvé ça, enfin, si vous aimez bien ça ou pas. Si vous avez déjà testé l'expérience et tout, moi j'avoue que je trouve ça plutôt sympathique. Ça permet d'étendre un peu l'image. On a vraiment la sensation sur certains films en particulier, on a la sensation que l'image s'étend en dehors de la télévision. Et nous, on a juste l'œil focus sur le centre de la télévision, comme quand on regarde quelqu'un, par exemple. On regarde la personne et tout ce qui est autour est un peu flou. Bah, c'est exactement ça. C'est-à-dire que la télévision, c'est l'endroit qui est focus de l'action, et il se passe plein de trucs autour. Et on a du coup la sensation d'être au milieu de l'action. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais l'effet est sur certaines séries ou certains films est assez saisissant. Pour le foot, c'est cool, 17 pop, ça va être souvent vert pour le foot. mais voilà, je trouve que c'est pas mal le système Ambilight. Bah là, voilà, pour 250 € avec des ampoules Philips Hue et tout, si vous êtes déjà équipé en Philips Hue, vous pouvez arriver du coup à reproduire ce système-là en rendant l'expérience un peu plus immersive grâce à ce boîtier. Voilà. On va parler d'un autre sujet. J'en avais parlé aussi c'était dans un quoi? Dans un Geeking, hein. Ouais. Dans un Geeking, je vous avais parlé d'une télécommande de chez Seven Hugged, la Smart Remote, qui permettait en pointant les objets de changer, d'interagir sur votre environnement. Et bien là, il vient de sortir une nouvelle version de la télécommande qui ressemble comme deux gouttes d'eau à l'ancienne. Donc là voilà. Sauf qu'elle est toute noire, je crois. Alors que l'autre a le dos blanc. Donc qu'est-ce que c'est? C'est une télécommande universelle qui vous permet de piloter tout un tas d'appareils. Et l'interface va s'adapter donc à ce que vous pilotez. Par exemple, à gauche, on a une Apple TV. Donc on retrouve en gros les boutons de l'Apple TV et même on peut en rajouter. Les lumières, où là on peut choisir la couleur par exemple, et en cliquant sur l'ampoule en haut, on l'allume ou on l'éteint. Et en slidant aussi de haut en bas, on règle l'intensité. Et à droite, Spotify, où en gros on surfe dans les playlists. Le Geeking 3, voilà. Donc on surfe dans les playlists, et on peut comme ça lancer sa musique, ses playlists, et contrôler une enceinte connectée, compatible Spotify Connect, dont par exemple les Amazon Echo. Il suffit de pointer vers un Amazon Echo, du coup, quand vous avez configuré votre compte Spotify, avec la Smart Remote. X, elle s'appelle d'ailleurs maintenant, Smart Remote X. Et vous pouvez pointer vers votre Echo et lancer comme ça de la musique, une playlist ou autre. Donc, c'est une nouvelle version. Voilà, donc la Smart Remote U et la Smart Remote X. La différence, c'est quoi? C'est qu'en fait, la Smart Remote, déjà c'est le prix, c'est 100 € de plus pour la X. Non, ils sont pas morts. La X a la particularité d'avoir donc ces 3 beacons qui permettent en gros de... plus une station d'accueil qui est spéciale, qui permettent de géolocaliser la télécommande dans l'appartement, et ainsi c'est comme ça qu'en fait vous allez pouvoir lui dire les objets que vous pointez. Il est capable de la géolocaliser en temps réel dans la pièce, connaître son inclinaison, tout ça, et les objets qu'elle pointe. Donc voilà, si vous pointez par exemple vers une ampoule connectée Philips et que vous appuyez sur un bouton, ça l'allume. Si vous pointez, donc comme je disais, une télévision, bah, vous pouvez l'allumer. Une Apple TV, vous pouvez l'allumer et la piloter. Et en fait, si vous pointez la X, en tout cas, si vous la pointez vers l'Apple TV, l'interface change pour se mettre directement sur l'Apple TV. Vous sélectionnez rien. Si ensuite vous pointez vers une ampoule, l'interface change automatiquement. Sur la Smart Remote U, donc la version moins chère, vous avez en haut des onglets, vous pouvez slider de gauche à droite et ainsi passer, bah, par exemple là on est sur des scènes, parce que vous pouvez préprogrammer des scènes, genre soirée télé, vous appuyez sur le bouton et ça va allumer telle ou telle ampoule, fermer les volets, allumer la télévision sur l'Apple TV par exemple, ou sur la Shield, parce qu'elle est compatible avec la Shield, ce genre de choses. Il se couche avec des billets de 100 $. Ouais. Et sinon, vous slidez de gauche à droite, par exemple, pour afficher les ampoules ou afficher les télécommandes spécifiques, Apple TV, tout ça, machin. Il se mouche, oui, avec des billets de 100 $. Et le matériel est top. Elle se recharge en USB-C sur la petite station. Ça marche hyper bien. Honnêtement, le matos est vraiment génial. Moi, j'avais un souci à un moment avec la Smart Remote. C'est que je me demandais si il y allait avoir beaucoup d'objets compatibles. Parce que par exemple, il n'y avait que le thermostat Nest qui était. Et d'ailleurs, qui ne l'est plus depuis que Google a migré tous ses services vers Nest. Donc c'est un peu con, quoi. L'objet est super, mais l'app à 3 $ peut faire. Mais une app à 3 $ peut faire ça. Tout à fait, l'Orange Me. Mais tout le monde ne veut pas utiliser son smartphone comme télécommande. Là, l'intérêt, c'est que ça reste posé. Pas besoin. Si à la maison, tu as 2 smartphones, déjà, il faut que les deux aient l'appli. Il faut. Enfin bon. Je sais que c'est pas très compliqué, mais en termes de WAF, c'est pas terrible. Et je parle pas du WAF du chien, mais du Women Acceptance Factor. C'est comme ça qu'il est dit. D'ailleurs, c'est très sexiste de dire ça, parce que ça pourrait être le Men Acceptance Factor si c'est l'inverse, mais bon, bref. C'est pas terrible. Alors que là, on a une télécommande qui a une station d'accueil en plus qui peut être posée sur la table. Elle est en charge, vous la prenez.
Tout le monde peut s'en servir, vous la reposez, elle se remet en charge, enfin voilà quoi. Elle est vraiment top. Elle fonctionne en infrarouge, elle fonctionne avec des services Wi-Fi, en Bluetooth. Par exemple, avec l'Apple TV, elle fonctionne en Bluetooth. Elle a tout un tas de protocoles comme ça. Elle est compatible avec plus de 80 appareils et services. Et normalement, ils sont censés en ajouter de plus en plus. C'est vrai que pour la musique, on est assez limité. J'aimerais bien avoir par exemple Apple Music ou ce genre de truc. Mais ça pourrait débarquer dans les mois qui viennent. Ils ont annoncé que de toute façon, ils continuent à bosser sur le logiciel et qu'ils allaient rajouter des modules. Mais c'est compatible Philips Hue et tout un tas d'objets. Vous pouvez aller voir sur leur site de chez Seven Hugs. Si déjà vous avez des choses qui répondent à vos besoins et qui sont compatibles. Si vous cherchez une télécommande pour pouvoir l'utiliser facilement, eh bien cet objet est fait pour vous. On va parler maintenant de caméra avec les Arlo Pro et Pro 2 qui sont maintenant compatibles HomeKit. Alors, il faut savoir que jusqu'à présent, ce n'était pas le cas, mais avec une petite mise à jour logicielle, maintenant elles le sont, ce qui vous permet de remonter les flux dans l'application Home et surtout de demander à Siri, par exemple, d'afficher votre caméra. Ou si, par exemple, vous avez un détecteur de mouvement compatible HomeKit, eh bien, vous avez la possibilité de comment s'appelle d'afficher en plus une capture des caméras Arlo en plus sur la notification de mouvement si jamais c'est paramétré dans la même pièce. Donc voilà, ça marche hyper bien. Compatible HomeKit maintenant grâce à une petite mise à jour. Et justement, ça va avec la news qui suit. C'est pour ça que je passe assez vite. Rappelez-vous, pendant la WWDC et iOS 13, ils avaient annoncé une mise à jour de HomeKit, donc HomeKit Video Secure, pour optimiser l'utilisation des caméras de vidéosurveillance. Fin du mois, normalement, certains appareils vont être mis à jour, dont les Netatmo Welcome et les Arlo, pour supporter donc le HomeKit Video Secure. Et qu'est-ce que c'est ça? C'est ce qui permet d'envoyer des petites séquences enregistrées, parce qu'aujourd'hui le HomeKit vous envoie une notif, mais il enregistre absolument rien. Dans l'application Home, vous pouvez voir la caméra en direct, ou s'il y a une notif, si vous êtes pile là, vous pouvez regarder ce qui se passe, mais c'est tout. Et là, en fait, ils vont vous permettre de créer des scénarios et d'enregistrer des petits morceaux vidéo qui vont passer via le cloud iCloud sécurisé d'Apple. Alors, ce qu'ils expliquent, c'est que ça sera chiffré, anonymisé, machin, tout ce que tu veux. Et ça finira sur ton disque iCloud, dans ton espace de stockage que vous payez, par exemple, pour sauvegarder vos photos d'iPhone et tout ça. Vous pourrez enregistrer des petites séquences vidéo et ainsi les consulter depuis votre téléphone si vous avez besoin. Donc ça c'était la nouveauté, ça va rendre tout ça plus efficace. On a aussi la Logitech Cycle 2 qui était une des caméras aussi, une des meilleures caméras HomeKit du moment. Voilà, donc la Netatmo, la caméra, la Welcome, donc c'est la caméra interne. La présence est pas encore compatible, mais elle le sera sans doute. Donc voilà. C'est des super cams sans fil, les Arlo, ouais, tout à fait. C'est des super cams sans fil. Donc pareil, tout ça va devenir compatible. Donc si vous êtes dans l'écosystème Apple, c'est juste top. Parce que ben voilà, grâce à ces mises à jour, le HomeKit va devenir vraiment un sérieux acteur du marché. Parce que vous allez vraiment retrouver dans la même app tout centralisé. Et en domotique, c'est quand même assez essentiel, d'ailleurs on en parlera après, c'est assez essentiel de retrouver tout centralisé. Et certains font ça pas trop mal. Google, avec les dernières versions de Google Home, fait ça pas trop mal. Il y a encore du taf. Apple avait commencé à faire un truc qui était vraiment sympa, mais c'est pareil, c'était pas complet. Et chez Amazon, ça reste assez sommaire. Donc c'est vraiment maintenant sur ça qu'on les attend, c'est sur l'unification de tout ça. C'est bien d'avoir un assistant vocal, mais on va pas tout faire par la voix. Et avoir une interface centralisée, ça peut être cool. Et bien ça, justement, ça va vraiment dans le bon sens, de rendre tout ça compatible. Voilà, et on va finir avec une dernière news. Les montres Google hybrides. Donc ça, c'est la fuite de ces derniers jours. On sait donc qu'il y a une conférence Google le 15. On va parler un peu d'un objet connecté et c'est une montre. On sait que Google a racheté au fabricant Fossil donc une technologie bien spécifique et une vingtaine d'ingés pour 40 millions de dollars pour bosser vraiment sur une nouvelle montre. Et ça serait une montre hybride qui fonctionnerait sous Wear OS. Ça permet d'avoir tous ces notifs, machin et tout ça. Les prix de précommande, ça serait du 200 dollars. Et 42 mm de boîtier en acier inox avec un écran d'affichage type e-ink en fond d'aiguille classique. Donc du coup bah, on aurait tout le temps l'heure, ou quasiment.
Il y aurait des notifications, tout ce genre de trucs. Elle est évidemment GPS, elle serait compatible Google Pay et voilà, avec un cardio-fréquence mètre et ainsi de suite. Enfin, il y a vraiment la totale. Connecté en Bluetooth, donc que ce soit pour Android ou iOS. Voilà. Donc, et l'heure se synchronise évidemment entre le téléphone et la montre automatiquement. Elles ont un look sympa, en fait. Moi, je trouve que c'est vraiment sympa. Le fait d'avoir un écran e-ink, ça va permettre tout simplement bah, d'avoir une grosse autonomie. NFC, ouais, parce que Google Pay. Donc, elles seront forcément NFC. Si l'aiguille est au mauvais endroit, c'est la merde. Bah, peut-être que justement, l'aiguille bouge pour quand une notif arrive, puis elle se replace, en fait. C'est bien que Google investisse dans le hardware pour se rapprocher d'Apple et Samsung. C'est vrai, Rayam, c'est pas mal. Donc déjà avec les pixels, c'est déjà le cas, mais là voilà. Donc peut-être que la fameuse Pixel Watch que tout le monde attend sera en fait ça, et pas du tout une montre sous Wear OS classique. Donc pourquoi pas. C'est voilà, encore une fois, je trouve le look vraiment sympa. En plus, l'écran Ink permet de faire pas mal de trucs. Donc à suivre. Réponse sans doute le 15 octobre. D'ailleurs, il y a une rumeur qui dit que définitivement une Pixel Watch serait pas du tout dans les tuyaux, mais que ça serait plutôt ces montres hybrides. Donc ça serait une série qui s'appelle la Fossil Collider Diana Smartwatch. Voilà. Donc il y en aurait trois, hein, celle qu'on vous a montrée. Une acier, acier argenté, une noire et une marron, quoi. Merci Zetoun pour les bits. Je vais coucher mon fiston. Ok. Si c'est pas sous Wear OS, c'est un désaveu quand même. C'est sous Wear OS. Sauf que ça serait une version adaptée donc à ces écrans e-ink et tout ça. On ne sait pas s'il y a Google Assistant ou pas, mais a priori il devrait y être aussi. Mais l'objectif c'est quand même évidemment d'avoir une grosse autonomie. L'e-ink ça sert vraiment à ça, et un écran always on. Franchement ouais, elles sont jolies je trouve l'Hydrix. Et même si la couleur apporte vraiment un truc sympa aux montres, est-ce que c'est vraiment le truc le plus utile de la Terre? Moi, Pebble, en écran noir et blanc, elle m'allait très bien en fait. Si l'Apple Watch était sorti avec un écran noir et blanc et 15 jours d'autonomie, bah, j'aurais dit oui tout de suite, hein. Bon, il s'avère qu'elle est en couleur, ce qui est sympa aussi, mais c'est pas non plus le truc le plus attendu sur une montre finalement. Je crois pas qu'on consulte beaucoup de photos sur une montre, que ce soit vraiment très intéressant. Donc bon. Bref, sur ce, on a terminé avec la partie news. Et noir et blanc Retina, ouais, c'est ça. Ça serait le Retina Black and White Display XDR Plus Pro. Je vous propose qu'on passe maintenant à la partie focus, où on va parler un petit peu inspiration, tout ça. Et j'ai eu la chance de faire une grosse installation cet été. Donc on va en discuter ensemble et puis on va en discuter aussi avec vous. A tout de suite après le jingle. Donc, inspiration, je disais. On va parler d'une installation que j'ai faite cet été. Une installation qui avait comme critère principal d'être pilotée par Google Assistant, qui devait être compatible 100% avec l'écosystème Android. J'avoue que moi je suis plutôt habitué de l'écosystème à l'écosystème Apple et à HomeKit. Mais il fallait voilà, vraiment que des objets compatibles avec Google Assistant, pouvoir piloter ça avec un Google Home Mini, un smartphone Android et ainsi de suite. Et l'installation était complète. Alors pourquoi? C'était une installation pour une personne en situation de handicap qui a une particularité, c'est que bon, elle se déplace en fauteuil roulant, mais elle a pareil une mobilité des bras qui est assez limitée, donc on ne peut pas appuyer sur un interrupteur en hauteur et ce genre de choses. Donc il a fallu essayer de trouver une solution à tout ça. Batix 23, c'est pour nous, dit Guillaume FR. Ok, alors c'est pour vous. Il fallait trouver un petit peu une situation à tout ça. Alors, c'est une maison qui est assez grande, qui dispose de pas mal de fenêtres et d'ouvertures. Et donc, l'idée derrière tout ça, c'était d'arriver à... Alors, il avait une installation avec des volets roulants Somfy, qui avaient chacun une télécommande. Et en plus, il avait une télécommande principale qui permettait, en appuyant sur un bouton, de fermer tous les volets, évidemment. Mais voilà, il fallait se rendre sur le truc, et, enfin sur la télécommande murale et appuyer dessus. Donc bref. Il y avait aussi des climatisations. Il y en a 3 dans la maison. Et pareil, il fallait pouvoir les piloter à distance, sachant qu'en plus une des climatisations était située à l'étage auquel il n'avait pas accès.
Mais quand des invités oubliaient d'éteindre la clim, ben, c'était compliqué. Il avait aussi déjà des petits modules radio pour piloter des ampoules, ce qui avait permis de baisser les interrupteurs muraux en y installant des petites télécommandes radio, et comme ça il pouvait appuyer dessus. Donc ça a mis à sa portée les interrupteurs. Il avait une alarme aussi, une alarme mais qui nécessitait la saisie d'un code sur l'alarme, et du coup c'était aussi assez compliqué. Je crois qu'il y avait une télécommande, mais je suis même pas sûr. Du coup, elle était quasiment jamais utilisée, l'alarme. Et des capteurs d'ouverture de fenêtres et de portes, évidemment, en cas de cambriolage et autres. Voilà. Et donc, en fait, il a fait. Ah oui, et aussi accessoirement, on a été un peu plus loin dans le truc, c'est qu'on a aussi automatisé l'arrosage du jardin et du potager. Pareil, un très grand système. Et même, il y a une piscine. Et il fallait pouvoir déclencher la filtration ou pas de la piscine à distance. Et tout ça avec le Google Home. Et, dernière étape, un portail qui fonctionne avec une télécommande, mais qui là pareil, il n'avait pas toujours la télécommande sur lui, donc quand quelqu'un sonne à la porte, il fallait lui ouvrir, et donc aller jusqu'à la télécommande là où elle était située. Donc il y avait une télécommande qui restait toujours sur un meuble à l'entrée, donc il fallait aller jusque là-bas et appuyer, enfin bon voilà, bref. Compliqué. Donc une très grosse installation il a fallu domotiser avec un budget restreint, puisqu'au total, il y avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 volets roulants à domotiser. Parce qu'il il y avait aussi une espèce de buanderie, un garage qui fermait comme ça avec un volet roulant. Ah mais il y en a un de plus. Qu'il fallait réussir à domotiser. Donc ça fait un paquet. Il y avait autant quasiment d'accès d'accès à sécuriser pour l'alarme. Donc pour la clim, bon, j'en ai parlé, donc il y en avait 3. Et des ampoules enfin des éclairages automatisés, pas tant que ça. Puisqu'en fait, je crois qu'il y en avait 6 seulement. Puisqu'en fait, il n'y en a vraiment que 6 qui servaient. Donc du coup, on a fait un peu d'économie là-dessus. Et donc sur quoi on est parti? Alors d'abord, sur la partie volet roulant, il fallait une solution compatible donc avec Google Assistant. Et donc on est parti, pour pas refaire toute l'installation, il y a Somfy qui fait une box vachement bien, qui s'appelle, je vais vous dire ça, c'est la Taoma. Voilà. La Taoma qui dispose d'une petite application qui fonctionne pas trop mal. Mais surtout c'est compatible, donc même Amazon Echo si je dis pas de bêtises. C'est pas compatible HomeKit. Donc ça vous oubliez si vous êtes HomeKit. Voilà, elle a une petite appli qui permet de piloter tout ça. Et en plus, elle a une particularité, c'est qu'elle est aussi compatible avec les Philips Hue. Donc, vous avez la possibilité d'en plus piloter vos ampoules depuis cette app-là. Donc voilà. Alors, la box coûte ultra cher, puisqu'elle coûte, on peut la trouver à 250 € sur Amazon. Mais elle fait franchement le taf. C'est-à-dire qu'il y a zéro souci avec ça. Ouais, la Taoma, la box domotique sur la boutique Somfy, ouais. Elle marche pas mal parce qu'elle marche avec les anciennes générations de volets RTS, avec des vieilles télécommandes, et c'était le cas. Et il y avait aussi un des nouveaux volets qui fonctionne avec le protocole Dio, et qui lui a par exemple un retour d'état, c'est-à-dire qu'on a la possibilité de lui dire tu t'ouvres qu'à moitié, et il s'ouvre qu'à moitié. Donc on a fait toute cette configuration là, et elle a aussi une autre particularité, c'est que sur les télécommandes Somfy, vous avez la position haute, position basse, et vous avez aussi, enfin à l'époque vous aviez un bouton MY, donc MY, qui permettait en gros de préprogrammer une position. Et dans son cas, toutes les télécommandes étaient programmées pour faire une ouverture ajourée, donc le volet descend quasiment en entier pour rester dans la pénombre, mais laisse passer de la lumière. Et bien en fait la box a récupéré la configuration maille de toutes les télécommandes quand je les ai associées. C'était top. Donc il n'y a même pas eu de reprogrammation à faire, ça marchait hyper bien. Et encore une fois, si vous êtes installé en volet Somfy, ne bataillez pas. Alors certes, ça vaut 250 balles, mais si vous avez beaucoup de volets à domotiser, c'est top. Ça marche sans fil en plus, donc c'est top. Si par contre vous en avez 3 ou 4 comme j'avais chez moi, ça vaut peut-être le coup effectivement comment ça s'appelle,
d'investir dans les petits intés dont je vous avais parlé, qui valent, je sais plus, une vingtaine ou une trentaine d'euros, qui fonctionnent eux en Wi-Fi, mais qui sont compatibles aussi Google Assistant. Donc si vous en avez 4, vous faites le calcul, hein, vous faites 30 x 4, voilà, ça fait 120, ça vaut quand même le coup. Ça marche avec les conjoints, le bouton mail? Non. Mail, c'est la moutarde, c'est ça. Il n'y a pas la passerelle sur JDOM. Il doit y avoir la passerelle sur JDOM, Lionel W. C'est compatible IFTTT aussi, il me semble. Donc, du coup, vous pouvez arriver à faire pas mal de choses avec cette box-là. Et c'était hyper intéressant. Ensuite, pour la clim, merci El Chico pour le sub. Pour la clim, il y avait plusieurs solutions. Donc là, on a sorti tous les docks de la clim, tout ça, machin. Mais il y en a une qui était compatible avec beaucoup plus d'appareils. C'était le Tadoo. C'est Tadoo qui fait ça. Et c'est le V3+. Alors lui, il est compatible HomeKit. Voilà. Donc ça, c'est plutôt cool. Il est compatible HomeKit en plus de Google Assistant et les Amazon Echo. IFTTT aussi. Comment ça fonctionne? Vous avez une petite bande noire en bas qui en fait est de l'infrarouge, donc elle va envoyer un signal infrarouge à votre climatiseur mural. Et là où c'est cool, c'est que c'est compatible avec les télécommandes à écran, ce qui était le cas là. C'est-à-dire une télécommande à écran, comment ça se passe? Vous réglez la température sur la télécommande, les différents modes de fonctionnement, et quand vous avez fini et que vous appuyez sur le dernier bouton, ça envoie tout le paramétrage à la clim. Et bien là, en fait, ça fonctionne exactement sur le même principe, sauf que vous le faites depuis l'appli smartphone ou vous le demandez à Google Assistant en disant d'accord, moteur de recherche, règle la température à 20 degrés dans le salon. Et il va envoyer l'ordre sur le Tadoo qui est dans le salon, par exemple, pour régler la température. Et en plus, vous avez un retour visuel. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a toute une matrice de LED à travers le plastique blanc qui s'affiche. Sachant que ce plastique blanc est aussi tactile. Donc, dès que vous passez le doigt dessus, il va s'illuminer, vous pouvez monter la température là, vous lâchez et il envoie l'ordre. C'est top, vous pouvez comme ça le couper ou le passer en mode chauffage parce que là les clims étaient réversibles. Vous pouvez aussi le passer en mode chauffage et tout ça directement sur le Tadoo que vous avez fixé au mur. C'est vraiment cool. Sinon vous le faites depuis l'app. Et le truc intéressant avec ce Tadoo V3, c'est qu'en plus vous avez aussi un truc qui s'appelle le Auto Assist. Donc le Auto Assist c'est payant par contre, c'est 2,99€ par mois ou 24€ l'année. Et là, l'idée, c'est qu'en fait, il va vraiment s'adapter à votre présence et ainsi de suite. Et essayer de régler au mieux pour faire des économies d'énergie. Vous allez avoir un rapport de tout ça et c'est pas mal. Sachant qu'en plus, le Tadoo de base, de toute façon, il détecte les ouvertures de fenêtres. Donc, il coupe la clim ou le chauffage si jamais vous avez laissé la fenêtre ouverte. Pour pas chauffer ou refroidir pour rien. On peut automatiser la localisation. C'est-à-dire que si vous partez, il va, avec votre smartphone, il va couper la clim. Comme ça, vous n'avez pas besoin de le faire. Voilà, donc c'est plutôt cool. Ça fait aussi même l'humidité de la pièce et ce genre de trucs. Donc c'est bien. Ça vous donne une petite idée même de l'état enfin, s'il faut aérer ou pas votre pièce et tout ça, un peu comme ferait une station météo net Atmo. Donc plutôt cool. Ça permet même de faire des économies d'énergie et tout. Donc Tadoo V3+. Je vous recommande ça si vous voulez piloter vos clims. C'est compatible avec absolument tout, y compris HomeKit. Hein. Et l'appli est très très propre, c'est hyper facile à installer. Donc voilà, ça vaut 100€ quand même le module. Donc si vous avez 3 clims, il en faut 3. Voilà. Et sinon, si jamais les trucs sont à portée dans la même pièce, vous pouvez piloter les deux en même temps. Mais c'est pas trop l'intérêt en fait. Donc voilà, ça marche pas mal. Ensuite, on va parler un petit peu alarme. Alors, le budget total, c'était 1400€ Hydreliox pour toute l'install. C'est quand même un beau budget, mais ça a permis de domotiser les 13 volets, de domotiser la climatisation. Pour l'alarme, il est passé on est resté chez Somfy. Pour une raison simple, c'est qu'on voulait rendre un petit peu tout ça compatible. Et en fait, surtout, il fallait une alarme qui nécessitait pas de repercer des choses et tout ça. Parce que ça, c'était un petit peu compliqué. Et en fait, on est parti sur le système Somfy. Ils ont racheté MyFox. Et ils ont lancé un truc qui s'appelle le Home Alarm Plus. C'est ce kit-là. C'est exactement ce kit-là qu'on a pris. Avec un détecteur de mouvement. Une sirène extérieure, celle que vous voyez en haut. Donc je suis monté sur le toit avec l'échelle, percé le mur pour l'installer et tout ça. Avec un retour visuel et je vous explique après à quoi ça sert. Une sirène centrale que vous voyez, c'est le truc au milieu là.
ce qui est connecté à une prise électrique, c'est en gros le cerveau de l'installation. C'est lui qui va détecter tous les appareils et les faire fonctionner ensemble. J'ai la même, dit Rayam, ben voilà. Beau budget, mais c'est pas déconnant vu tout ce qui a été annoncé. Ah oui, oui, tu vas voir Hydreliox, ça va encore plus loin même après. Donc il y a 3 modules, les Smart Tag, IntelliTag, pardon, que vous voyez à gauche là, qui permettent de détecter les vibrations sur des fenêtres ou des portes pour détecter les ouvertures et ainsi de suite. Alors elle a une limitation qui est un peu chiante, mais je vais vous en parler juste après. Et 3 badges, il avait besoin pile de 3 badges, donc c'est parfait. On peut le relier effectivement à des ampoules Philips Hue, donc si l'alarme sonne, vous pouvez en plus faire clignoter vos ampoules, les allumer, ou bref, faire ce que vous voulez. Donc voilà, ce kit-là, qui n'est pas donné, c'est vraiment le truc qui a coûté le plus cher dans l'installation. Si je dis pas de bêtises, ce kit est aux alentours de 500 euros. Voilà, si alarme, tout clignote chez moi en rouge, voilà, Riam. Donc c'est exactement ça. Donc il est idéal, il y a une sirène intérieure de 110 décibels, c'est la limite légale. Il y a une sirène extérieure de 112, pareil, limite légale, pour alerter le voisinage et tout ça. La particularité, c'est qu'en fait, quand vous êtes à l'extérieur et que vous appuyez sur la télécommande pour l'activer, l'alarme extérieure, ce qu'on a vu tout à l'heure, là, le module avec le truc orange, se met à clignoter pour vous indiquer que l'alarme est en train de s'activer. Donc ça marche bien, c'est hyper fiable. Vous avez la possibilité d'ailleurs de régler le niveau de sensibilité des tags, parce que des fois il suffit qu'il y ait beaucoup de vent chez vous pour que ça comment ça s'appelle, ça fasse vibrer les fenêtres et que ça déclenche l'alarme par exemple. Pareil, vous pouvez décider que le tag déclenche pas de l'alarme immédiatement, mais envoie juste une alerte pendant 30 secondes et s'il détecte pas d'autres intrusions, l'alarme arrête de sonner, mais si jamais ça continue à bouger, ça finit par sonner. Ça c'est pratique pour les portes. Quand vous ouvrez une porte par exemple, il détecte qu'elle est ouverte. Donc il va commencer par faire une petite musique, un petit son pour dire attention, tu as ouvert la porte en gros, si jamais tu désactives pas l'alarme, ça va sonner. Et là où c'est cool pour une personne en situation de handicap, c'est qu'en fait ce petit badge, il est localisé par le petit module qu'on a vu qui est branché sur la prise là en haut à gauche. Et donc du coup, dès que vous rentrez, il désactive l'alarme automatiquement, si vous avez ce petit badge, sans se poser de questions. Et en plus, là où c'est cool, c'est que dans l'app, les badges étant attribués à des gens, eh bien vous savez qui est présent ou pas présent à la maison. Et donc si tout le monde est parti, par exemple, il envoie une notif sur le téléphone en disant il n'y a plus personne à la maison, voulez-vous activer l'alarme? Et vous dites oui, et ça active l'alarme, par exemple. Donc vous pouvez définir pas mal de scénarios comme ça, c'est assez cool. Sur les télécommandes, vous avez un mode nuit d'ailleurs, qui va protéger que certaines zones, par exemple. Par exemple, il va protéger la maison, mais il va désactiver les détecteurs de mouvement à l'intérieur parce que vous êtes là, pour éviter que ça sonne. Là où c'est pas mal d'ailleurs, c'est que vous pouvez adhérer à un service qu'on s'appelle de voisinage où en gros les box entre elles peuvent communiquer si jamais vous avez l'alarme qui se déclenche ou une coupure de courant ou ce genre de choses pour que vous puissiez quand même recevoir les alertes. Donc ça marche pas mal ce truc là. Il y a différents modules, vous pouvez même avoir de la vidéosurveillance si vous voulez rajouter des caméras et tout, mais c'est pas obligé, donc là c'était pas le cas. Il y avait déjà un système de vidéosurveillance qui suffisait, donc pas eu besoin de changer. Ouais, ce sont des badges Bluetooth, ouais, exactement. Ils fonctionnent avec du Bluetooth Low Energy, donc ça fonctionne un petit moment avant de les changer. Le smartphone peut faire office de badge, non, mais par contre le smartphone peut désactiver l'alarme, vous avez un petit raccourci qui permet de le faire. Ça marche hyper bien, sincèrement ça marche hyper bien. Alors, et pas d'Netatmo qui gère les volets en fonction du soleil, température, etc. Alors, le but, c'était pas d'automatiser ça. L'idée, c'est que cette personne-là, par exemple, le matin, elle avait aussi même un autre souci, c'est qu'elle était obligée tous les matins, depuis son lit, parce qu'elle forcément, elle peut pas se lever toute seule, d'ouvrir à son assistante de vie qui arrivait le matin un des volets, parce qu'elle faisait le tour de la maison et il fallait que ce volet soit ouvert pour qu'elle puisse rentrer dans la maison. Et là, l'idée, c'est qu'en fait, grâce au système Somfy, on a pu automatiser, d'ailleurs les jours en semaine, parce que c'est que en semaine, d'ouvrir ce volet-là en particulier, pour que l'assistante de vie puisse rentrer tous les matins. C'est très timé, donc la vie d'une personne en situation de handicap, il y a des rythmes très particuliers. C'est toujours à la même heure, même tous les jours, qui se passe la même chose, les mêmes personnes viennent, ou voilà. Donc du coup, c'est assez facile d'automatiser ces choses-là. Et là, pareil, même si jamais le volet s'est pas ouvert,
il y a un Google Home Mini dans la chambre qui permet à la personne du coup de dire OK moteur de recherche, OK Google, ouvre le volet je sais pas moi du salon et ça ouvrira le volet du salon. Donc d'ailleurs en termes de Google Home il y en a deux, un dans le salon et un dans la chambre puisque c'est essentiellement là que c'est utilisé. J'utilise que le tel, j'ai cassé le badge pas très solide. Ah ouais, ok. Mais vous pouvez faire. Ah oui, le téléphone aussi sert de géologue. Oui, il me semble. J'avais pas vu l'option, mais peut-être que j'ai pas assez cherché. Mais de toute façon, l'idée c'était d'utiliser le badge hein, dans ce cas-là. Donc bon. Rose a déclenché ma home, lol. Oh, désolé Lionel. Donc voilà, du coup ça marche pas mal. Ça marche pas mal. Pour l'alarme en tout cas, c'est très efficace. Donc on a acheté en plus des tags supplémentaires. Hein, donc vous les collez sur les portes et les fenêtres. Et voilà, pareil, vous pouvez même aller jusqu'à détecter si quelqu'un tape à la porte. Donc il faut faire très attention en termes de vibration, comment vous le réglez. Et le défaut de ce système, c'est qu'il n'est pas capable de nous dire si une porte est restée ouverte ou pas. Et ça, c'est un vrai défaut. Donc quand on l'ouvre, il est capable de détecter une ouverture ou une fermeture. Mais on ne peut pas dans l'application avoir un statut est-ce que la fenêtre est ouverte ou pas. Pour savoir s'il y a besoin d'aller la fermer, ce genre de choses. C'est la limite du système. Ce qui veut dire que du coup, on peut enclencher l'alarme alors que la fenêtre est ouverte. Et c'est un peu dommage. Après, évidemment, si elle bouge la fenêtre, ça va déclencher l'alarme. Que les choses soient claires. Ensuite, pour automatiser l'arrosage du jardin, comment ça s'est passé? En fait, il avait actuellement tout un système de pompes. Alors, ce sont des petites pompes. C'était pas des électrovannes, parce que je crois que c'est vraiment des pompes. Ouais, ce sont des pompes qui voilà, vont. Dès que vous les branchez au courant, on avait un interrupteur qui était sur on. Et ce truc-là, en fait, était branché sur des prises programmables. Et dès que les prises programmables arrivaient aux heures, vous savez, les prises programmables qu'on peut utiliser pour tout un tas d'appareils. Dès que ça arrivait aux heures d'arrosage, eh ben, les pompes se mettaient en marche et déclenchaient l'arrosage dans le jardin. Et là, pareil, il y avait trois zones. Il y avait le potager, il y avait le jardin arrière et le jardin avant, qui se déclenchent pas aux mêmes heures. Donc du coup, il fallait automatiser ça. Et là, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a installé tout bêtement, on a remplacé comment ça s'appelle, les minuteurs par des prises connectées, toutes bêtes, compatibles Google Assistant. Alors, je ne sais plus la marque de ces prises-là, mais vous les trouvez facilement. Vous tapez prise connectée Google Assistant. Elles sont toutes bêtes. Elles fonctionnent bien. Elles portent assez en Wi-Fi. On a eu une difficulté, si je dis pas de bêtises, comme pour le Tadou, je crois. La configuration ne se fait que en réseau 2.4 et pas en réseau 5 GHz. Ce qui fait que là, il fonctionne avec une Freebox, donc il a fallu désactiver le 5 GHz sur la Freebox avant de faire la config, et puis c'était bon. Donc voilà. J'ai pas pris des prises Xiaomi, tout simplement parce qu'elles étaient pas chères. Alors elles n'ont pas besoin d'être IP68 parce que toute la partie technique n'est pas du tout en extérieur. C'est bête, mais c'est vraiment à l'abri dans un garage pour déclencher les pompes. Donc du coup, il n'y avait pas besoin que ce soit étanche. Donc c'est des prises toutes bêtes, elles étaient vendues par 4. Donc on en a acheté 2 lots puisqu'on avait besoin de 8. Et ça nous a permis donc de domotiser ceci et domotiser aussi la pompe de la piscine qui pareil était sur un minuteur. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Une fois qu'il a fait ça, il a dans la petite application qu'il a avec, je sais plus si c'était Smart Life ou eWeLink, vous savez, c'est ces applis Wi-Fi là. Il a créé une prise Tekin, ouais, c'est ça. Il a pris dans l'application, en fait, il a réglé ses plages horaires comme il les avait avec son minuteur et ça marche très bien. Et en plus de ça, du coup, il a la possibilité de l'activer ou le désactiver s'il veut à la voix. Donc si jamais, ou depuis son smartphone, puis c'est compatible avec Google Assistant, si jamais il est dans le jardin et que le truc se déclenche, et ben, depuis son téléphone, il peut demander à son assistante d'éteindre l'arrosage et ça éteint l'arrosage. Ou s'il veut faire des blagues aux gens qui sont à l'extérieur, il peut aussi. Et ça, c'est plutôt cool. Et ensuite, il y avait un autre truc à automatiser, c'était le portail. Et le portail, on l'a fait avec ceci. C'est une petite carte, un petit module Wi-Fi avec un relais. Ça fonctionne d'ailleurs très bien pour les portes de garage. C'est souvent d'ailleurs utilisé pour les portes de garage. L'intérêt de ce truc-là, c'est que ça peut être alimenté en 5 volts sur une prise USB classique ou alimenté en 7 volts ou 12 volts avec souvent c'est les choses qui alimentent les petits moteurs que vous retrouvez sur les portails électriques. Il y a des petits modules comme ça en 7 volts, des petites arrivées pour les antennes et ce genre de choses ou les modules radio.
eh bien, vous pouvez aussi en profiter pour activer ça. Alors, l'intérêt, c'est que la carte était petite, donc il a pu le mettre dans le boîtier existant. Ça fonctionne donc en Wi-Fi, donc c'est connecté pareil à la box. Donc là, attention quand même à la portée du Wi-Fi. C'est la limite du système, c'est qu'il faut que votre Wi-Fi porte jusque dans votre jardin. Donc si vous avez du Wi-Fi mesh ou des trucs comme ça, vous pouvez arriver à étendre votre réseau Wi-Fi assez facilement. Voilà, et puis il y a un petit relais dessus qui en gros dispose de plusieurs positions. Donc là, il fallait envoyer une impulsion de quelques secondes. L'idée, c'est quand on lui dit au Google Assistant d'ouvrir le portail, ça envoie une impulsion et ça ouvre le portail. Quand on lui dit de bloquer le portail, ça renvoie une autre impulsion. Donc il a fallu programmer ces phrases, mais je vous expliquerai après comment ça marche. Ça envoie une autre impulsion qui bloque le portail, et ainsi de suite. Donc comment ça fonctionne? Donc vous installez l'app. Ensuite, depuis l'app eWeLink, vous avez la possibilité de lui dire soit il fonctionne en on-off, donc en gros quand vous ouvrez le portail, il reste toujours sur on. Mais là, ça fonctionne avec des impulsions, donc il ne fallait pas que ça reste toujours sur on. Soit donc en système à impulsion, et vous pouvez définir la durée de l'impulsion. Et là, il a fallu créer une routine, tout simplement, dans Google Assistant en disant ce module-là, quand je dis la phrase ouvre le portail, tu vas envoyer une impulsion. Ensuite, on a programmé une autre phrase qui est bloque le portail, mais qui en fait fait exactement la même chose que ouvre le portail et qui va lancer à nouveau une impulsion et qui va bloquer le portail. Ensuite, il y a une particularité, c'est que il aimerait pouvoir en fait la fonctionnalité bloque le portail sert à une chose, c'est entrouvrir le portail pour que la personne passe et que le portail ne se referme pas immédiatement. Et en fait, il aimerait pouvoir dire bloque le portail, que ça envoie une première impulsion pour ouvrir le portail, ensuite qu'il patiente pendant quelques secondes, puis qu'il renvoie à nouveau une impulsion pour bloquer le portail. Et là, en fait, il existe une commande, je crois que c'est patiente ou attend, que vous pouvez programmer dans les routines. Et le seul problème, c'est que quand vous dites attends, elle attend que 3 secondes. Donc le portail n'a même pas eu le temps de démarrer l'ouverture qu'il se ferme déjà. Et du coup, il a fallu mettre plein de commandes attends d'affilée, je sais plus combien, 7 ou 8 je crois, ou une dizaine peut-être même, pour qu'il patiente ces 3 secondes à chaque fois et ensuite qu'il renvoie une impulsion. Et alors c'est rigolo, si un jour vous programmez une routine avec le truc attends sur Google Assistant, vous allez voir, elle dit des trucs du genre d'accord, je patiente. Et puis comme elle reçoit à nouveau une commande, elle redit un truc du genre je suis en attente. Puis après, elle recommence en disant d'accord, je patiente. Et ça dure comme ça un petit moment, mais bon, ça montre que la commande est en train de passer, donc pour lui, c'est pas mal, il a un retour. Mais c'est vrai que normalement, ça serait bien qu'on puisse dire attends 30 secondes, qu'on n'ait pas besoin d'envoyer les commandes d'affilée. Donc ça, c'est une petite amélioration qu'il va falloir que Google fasse, parce que temporiser comme ça les commandes, ça peut être vraiment cool. Mais ça fonctionne hyper bien ce module et vous pouvez arriver à faire plein de choses avec parce que vous pouvez vous en servir pour des ampoules chez vous, vous en servir sur plein de trucs. Donc bon, c'est ouais, Google Home s'impatiente en fait, c'est exactement ça. Donc ça marche hyper bien et ça permet donc de domotiser ça. On aurait pu très bien domotiser les pompes avec ou tout un tas de trucs, mais voilà, on l'a fait avec ça. Et le dernier truc, s'il voulait pouvoir avoir une commande pour prévenir son auxiliaire de vie, qu'il avait besoin d'elle. Jusqu'à présent, en fait, soit il appelait sur son téléphone, soit je sais plus ce qu'il avait. Mais en attendant de mettre un Google Home dans la chambre où dort l'assistante, enfin l'auxiliaire de vie, en attendant de pouvoir faire ça, parce que là pour le coup il suffit de dire je crois que c'est diffuse un message et ensuite on donne le message genre tu peux venir et donc ça fait sonner tous les Google Home de la maison et ça dit tu peux venir. En attendant, on a utilisé une des prises connectées qu'on a branchée sur une lampe de chevet, tout simplement. Et quand il envoie la commande pour prévenir son auxiliaire de vie, ça allume cette lampe pour lui dire il faut que tu viennes. Donc ça permet en même temps, quand il reçoit du monde à la maison, par exemple, de ne pas réveiller toute la maison, simplement en allumant cette ampoule. Donc il a fallu réfléchir un peu à tout ça. Et ensuite, pour les éclairages, on est parti sur du Philips Hue. Pourquoi ? Vous allez me dire, on aurait pu changer les interrupteurs, mais les interrupteurs compatibles Google Home et tout. Sauf qu'en fait, la maison, à la base, elle n'a pas été conçue pour une personne en situation de handicap, donc les interrupteurs sont trop hauts. Et même certains ont été du coup depuis condamnés parce qu'ils servaient à rien. Donc en gros, dedans, vous avez un domino et vous avez un autre interrupteur qui était radiocommandé. Il fallait garder cet esprit de pouvoir déplacer les télécommandes. Et alors, pour le coup, chez Philips, les télécommandes sans fil sont top. Et on peut les placer à la hauteur qu'on veut puisqu'elles sont collées et puis après aimantées. Donc on est parti sur ce système-là pour avoir ces télécommandes-là. Évidemment compatible Google Home, évidemment compatible avec tout le reste. Donc c'était top.
S'il y a une panne Internet, Google Home, quick. Eh bien, Draxas, figure-toi que parmi les dernières nouveautés de la Google I.O., justement, il y a tout un changement qui est en train de s'opérer chez Google, puisque les requêtes de base, en tout cas, comme allumer, éteindre la lumière, ne passeront plus par Internet. Donc voilà, c'est réglé. Et puis s'il y a une panne d'Internet, je lui dirais de quitter Free pour partir chez un vrai opérateur, quoi. Donc voilà, mais normalement les requêtes maintenant passent en local pour la plupart, et justement tout le nouveau système est censé fonctionner en local, et c'était d'ailleurs aussi pour ça qu'on voulait utiliser ce système de Google Assistant. Sachant que tout ça est couplé à des interfaces physiques. Donc, bordel, je peux pas désub, désolé Draxas. Tout ça est couplé à des interfaces physiques. Les ampoules sont connectées à des télécommandes, donc s'il n'y a pas internet, ça marche quand même. L'alarme n'a pas besoin d'internet pour fonctionner. Les choses vitales, en tout cas, ou essentielles, n'ont pas besoin d'internet. Les prises, même s'il n'y a plus d'internet, elles continuent à fonctionner en local, en Wi-Fi, donc sans souci. Et même si elles sont déjà préprogrammées, donc du coup, c'est réglé. Et les volets roulants, c'est pareil, ça fonctionne en local. Pas besoin de passer par Internet. Et Tadou, pareil, ça fonctionne en local. Donc c'est vraiment l'objectif de tout ça. C'est que ça puisse fonctionner sans avoir Internet. Ça a été assez long à installer. Il m'a fallu une bonne journée pour installer tout ça. Et ensuite, il a fallu une demi-journée pour la configuration. Alors, la carte pour les portes de garage, c'est quoi les références? Alors, je ne sais pas si je l'ai noté. Alors, il suffit sur Amazon, vous tapez simplement module Wi-Fi garage, et vous allez tout de suite trouver, il va vous sortir la référence parce que c'est une marque à la con. Enfin, il y en a plein de marques qui commercialisent le même module. Et d'ailleurs, il existe en mono entrée comme celui-ci, enfin mono relais, mais vous en avez qui peuvent aller jusqu'à 4. Donc, par exemple, si vous avez une lumière sur votre portail, vous pouvez le connecter à un autre des relais, l'appeler lumière, et du coup dire allume la lumière du portail, et ça allume la lumière du portail. Donc voilà. Bientôt on va couper l'électricité, mais Google Home va marcher toujours MDR. Comment on va flipper? C'est ça, Mada Project. Donc il existe jusqu'à 4 modules sur la même plaque. Bon, forcément elle est plus grande. Mais du coup, vous pouvez piloter plein d'appareils en même temps grâce à ce module-là. Vous l'avez en 1, 2 et 4. Alors, je crois pas qu'il y ait 3. Mais voilà. Ouais, c'est MH Cozy, ouais, celui que nous on a pris. Mais il y a d'autres marques qui le font. Je crois que le MH Cozy, c'est celui qui est recommandé par Amazon. Je crois. Il est en Prime et ça vaut une quinzaine d'euros, quoi. Enfin, le prix varie, mais en gros, c'est une quinzaine d'euros. Ça vaut pas très cher. Et ça marche hyper bien, quoi. Alors, ça nécessite une petite alimentation, soit celle qui arrive sur le portail ou le moteur, soit vous avez une prise électrique pas loin et ça fonctionne en USB. Donc voilà. Souvent d'ailleurs, quand on a les installations que l'on voit sur les portails, vous avez donc une arrivée 220 qui va jusqu'au moteur du portail. Elles sont souvent dédoublées et il y a une prise électrique. Et cette prise électrique, vous pouvez brancher ce module-là dessus et en avant. Donc là, du coup, vous pouvez demander à Google Assistant de l'ouvrir. Mais alors, du coup, vous pouvez même faire plein de trucs géniaux. Avec de la géoloc et ce genre de trucs. Genre, vous arrivez chez vous avec votre voiture et le portail s'ouvre tout seul sans que vous ayez besoin de rien faire. Enfin, les scénarios après sont assez infinis. Vous pouvez faire des trucs sympathiques, quoi. Donc voilà, c'est un gros cas d'école, parce qu'il fallait intégrer en plus cette notion de situation de handicap qui est particulière. Donc là, on n'est pas du tout dans le confort ou l'économie d'énergie, on est vraiment dans permettre à une personne de gagner en autonomie. Et ça, c'est le truc le plus important. C'est-à-dire que du coup, maintenant, il a besoin de personne pour allumer ses lumières, régler sa clim, ouvrir son portail. C'est déjà le cas avant, mais c'était très fastidieux, ça lui fait gagner un temps fou. Surtout qu'il peut en plus tout faire depuis son téléphone. Et là où c'est cool, c'est que le fait que tout soit compatible avec les Google Assistants, ça permet d'avoir dans l'interface Google Home, dans l'application Google Home, tous ces appareils. Donc même les ampoules Philips, tout est pilotable depuis la même app. Tout est vraiment au même endroit. Et ça, c'est plutôt cool. Et ça faisait partie d'ailleurs des critères importants. C'est non seulement ça doit être compatible à la voix, mais en plus, pouvoir les piloter dans l'app. Et d'ailleurs, dans l'app, on a défini toutes les zones, toutes les chambres et tout ça. Donc quand on dit par exemple allume le salon, ça va allumer les appareils qui sont dans le salon, et ainsi de suite. L'installation que tu fais, c'est pour filer un coup de main à une connaissance ou c'est professionnel? Alors, c'est pas professionnel, c'était pour filer un coup de main à une connaissance qui voilà, avait besoin de ça. J'avoue que j'ai rencontré d'ailleurs en faisant ça la veille, et c'est le hasard, un ami, je raconte ma life, mais un ami, le copain d'une copine à Valérie, à Chagara, pour ceux qui ne savent pas qui est Valérie, qui vont me dire ah, c'est qui Valérie? C'est qui cette Valérie? Qui du coup lui s'est lancé en tant qu'auto-entrepreneur dans des installations domotiques comme ça.
et qui fait justement ce genre de truc. Il m'a dit, mais tu devrais te lancer. Alors, parce qu'on en a parlé pendant toute la soirée. On a parlé pendant toute la soirée des trucs et tout ça. Et donc, lui, il était vraiment dans l'installation. Avant, il vendait des portails, donc il était vraiment dans l'installation assez basique et tout. Pas trop dans la scénarisation et tout, mais on a discuté toute la soirée. Il m'a dit, tu devrais te lancer. Donc, j'avoue qu'à un moment, je me suis posé la question. Je me suis dit, si je trouve pas de travail, peut-être que je me lancerai, j'ouvrirai ma propre boîte de conseils ou d'installation et je me lancerai peut-être dans ça. Mais du coup, ça a été sympa. Alors, pas autonomie en indépendance. L'autonomie, c'est prendre des décisions par soi-même. Bah, et il a pris aussi des décisions par lui-même. Hein. Moi, je lui ai conseillé ces trucs-là, quoi. Donc voilà. Apple a l'employé pour HomeKit. Possible. Pour HomeKit, j'ai plein d'idées et voilà, bref. Mais bon, l'idée. Enfin, franchement, c'était hyper intéressant parce que il a fallu faire vraiment un état des lieux de tout l'existant, essayer de comprendre ce qui allait pas avec l'existant, parce que chaque situation était différente, que ce soit pour l'arrosage, l'éclairage, la clim et tout ça, enfin ou les volets, c'était vraiment pas du tout le truc, quoi. Enfin, pas du tout les mêmes problématiques. Et il a fallu comprendre tout ça et réussir à faire à faire une installation voilà, qui réponde à tous ces besoins-là. Et à la fin, enfin, quand je vois, c'est quand je vois comment le truc fonctionne et comment la personne s'en sert, c'est top, quoi. Je me dis que la mission est largement remplie. En plus, tout le monde à la maison commence à l'adopter sur place, tu vois, parler à Google. Donc, du coup, voilà, le truc est vraiment passé et ça fait gagner vraiment du temps. Tu peux envoyer chez Vistaprint pour faire des cartes de visite. C'est ça. Je vais faire ça, je pense. Comme ça, il pourra faire un Things par semaine. C'est ça. Alors moi, j'aurais fait un peu de domotique chez moi, mais je peux pas faire sauter la caution. Eh ben, Mada Project, moi, je suis aussi dans le cas où je suis pour le moment en location. Et pourtant, j'ai domotisé mes volets roulants, mon éclairage, mon chauffage. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Bah, attends, je vais regarder, hein, j'ai mon kit là. Mon chauffage, après j'ai quelques détecteurs de mouvement pour l'alarme, l'aspirateur que j'ai domotisé du coup. Et c'est que des travaux réversibles. Donc voilà, c'est-à-dire que changer une ampoule, t'as tout à fait le droit. Les interrupteurs, je les ai doublés, donc ça c'est juste le truc un peu chiant, mais voilà. J'ai changé le thermostat, mais je l'ai dévissé, j'ai installé le nouveau thermostat pilotable, donc moi c'est un Netatmo. Mais pareil, je peux l'enlever, donc ça me pose pas de souci. Dans le bureau par exemple, j'ai domotisé. Bon, c'est dommage, je peux partager mon écran ou pas? Je pourrais en fait. En vrai, je pourrais. On est d'accord? C'est risqué. C'est risqué. Non, tu peux, oui. On me dit c'est risqué dans mon oreillette. D'accord? Donc je vais essayer de faire une recopie d'écran sur le PC de la régie. Donc ça va peut-être tout foutre en l'air. Donc non, là je vois mon iPad sur la régie. Maintenant il faut que j'ajoute une source, c'est ça? Donc là je vais faire capturer une fenêtre. Oui. Et je vais choisir. Elle y est déjà ou pas? Non. Ok. Bon. Ok, c'est bon. Bon, je fais OK. Et je vais choisir. Non, pas ça. C'est quoi? Air server. Oui! C'est incroyable, regardez-moi ça. Tout ça en direct. C'est cool ou pas? Bon, la scène est placée par-dessus tout le reste, mais c'est pas trop grave. Bon. Hop, je vais la déplacer là. En plein sur moi. On va voir comment je peux faire. Hop. Et je vais le descendre derrière. Ouais, voilà. Ça ira très bien. Donc voilà. Là, vous voyez du coup, mon iPad. Donc ça, c'est mon bureau. Et là, vous voyez en fait les différents appareils que j'ai dedans. Donc il y a la petite caméra en fait. Vous savez ce que c'est? C'est le petit Raspberry Pi dont j'avais fait la démo. Je l'ai rebranché tout à l'heure là pour faire une mise à jour. Ça marche hyper bien. Comme vous pouvez le voir, la capture date d'il y a 1 minute. Là, il n'y a personne. Là, on voit par exemple, j'ai un petit ruban LED sur le bureau qui l'a éteint, mais voilà, je peux l'allumer. Ah tiens, d'ailleurs, ça me fait penser, là, je suis en train de vous montrer l'interface de HomeKit de iOS 13. Avec une petite particularité, c'est que on a la possibilité de personnaliser pas mal d'icônes qu'on n'avait pas avant. Enfin voilà, ils ont rajouté pas mal de trucs et les icônes sont animées. Je sais pas si vous avez fait gaffe. Quand par exemple j'allume le plafond,
il y a une petite animation sur l'icône du plafond qui balance. Donc voilà, et pareil pour la lampe de bureau, elle bouge un peu, façon lampe Pixar. Et ils ont aussi regroupé les capteurs. Donc là, par exemple, c'est mes capteurs Netatmo. Donc en appuyant sur le bouton, je vois l'humidité, la qualité de l'air, la température, directement depuis le module. Et là, c'est le petit bouton qu'utilise Shag qui est posé sur le bureau, c'est un Xiaomi. Qui, lorsqu'on l'active, allume l'éclairage studio qui est ici, là, au milieu. L'éclairage studio, c'est l'éclairage qui sert à Shag quand elle fait ses streams. Donc voilà. Elle est pas dans le bureau, Shag, elle est à son entraînement de rugby, donc il n'y a pas de souci. Voilà, et en haut, ouais, j'ai un nouveau truc, Accessory State Trigger Action, c'est un truc que je suis en train de faire. Donc voilà, que je suis en train d'essayer pour un prochain Things. Et donc là, on a par exemple les volets du séjour. Pareil, c'est un module Wi-Fi, donc là est fermé, et là, bah, voilà, là j'ouvre mes volets. Donc il y a une petite animation, je sais pas si vous avez vu, hein, les volets se sont ouverts. Voilà, et là, quand je vais les refermer, voilà, en gros, on a vu la petite animation de volet fermé. Ils ont fait ça bien hein, quand même chez Apple. Hein. Donc voilà, et l'aspirateur qui est en Roomba, qui n'est pas compatible, donc ça, tout ça, je l'ai fait avec Homebridge. Là, si je l'active, évidemment, l'aspirateur se lance. Et le truc top, c'est que maintenant, je vois le niveau de charge aussi de mon aspirateur, donc là, je vois qu'il est à 100%. Et je reçois même une alerte HomeKit si jamais l'aspirateur a sa batterie qui diminue trop. Donc voilà, du coup vous voyez un peu mon appart, c'est sympa. Hein. Donc là la chambre des enfants. Tiens oui d'ailleurs j'ai un problème avec la veilleuse qui ne répond pas. J'ai un problème avec ma Yugo. Et dans le couloir, eh ben, c'est là où j'ai un capteur de porte d'entrée par exemple pour déclencher l'alarme, qui là est fermé. Et quand il s'ouvre, vous voyez vraiment une animation. Mon thermostat Nest, donc là vous voyez, on peut régler, maintenant ils ont changé ça, on peut régler la température, pas Nest, Netatmo, donc là on peut régler la température comme ça. Voilà. Donc ça marche pas mal. Ils ont vraiment fait pas mal d'efforts sur tout ça. Ah ouais, j'ai une scène test parce que je teste des trucs. Et la veilleuse en fait c'est le Xiaomi. Donc vous voyez que j'ai l'alarme aussi. Là j'ai activé l'alarme par exemple. Et là j'ai désactivé. Donc voilà. Et le jardin. Donc on voit les capteurs extérieurs, température, tout ça. Normalement j'ai l'arrosage aussi. Mais là il remonte pas parce que j'ai un petit souci. Et là c'est le studio. Parce qu'en fait, j'ai aussi connecté le studio. Donc ça, c'est ici en ce moment. Il fait 25 degrés dans le studio d'enregistrement. Et dans le mini-appart qu'occupe Poppy, il fait 11 degrés. C'est étonnant. Tu l'as mis dans le frigo ou quoi? Non, je pense qu'il y a un souci. Il doit soit plus avoir de piles, soit y avoir un truc. Mais bon, voilà pour ce qui est de la nouvelle version d'iOS. Ouais, j'ai un petit peu empiété sur l'émission en parlant de ça, mais voilà, je vous ferai un retour évidemment quand on aura la version finale. Il y a pas mal de trucs comme ça. Alors Ben Folsom dit si on pense à une boîte ou à quelqu'un qui serait intéressé par ton profil, où est-ce qu'on peut trouver ton CV? Sur LinkedIn, tout simplement. Tu peux lui envoyer ça sur LinkedIn. Bref, tu connais pas l'appli Eve, il paraît qu'elle est encore mieux que l'appli maison d'Apple. Eh bien, je connais l'appli Eve, parce que je l'utilise aussi. Eh bien, elle n'est pas encore mieux. Elle a des trucs en plus qui sont sympas, mais je trouve que de manière globale, elle est moins bonne que ce qu'a fait Apple avec la dernière version là. Les automatisations sont juste dingues. On arrive enfin à faire des scénarios vraiment cool. D'ailleurs, ce que je vous propose, c'est que dans le prochain Things, on fasse un retour sur la nouvelle version de l'appli Home dans iOS 13, parce qu'il y a pas mal de nouveautés. Donc voilà, prochain Things dans 6 mois. Pourquoi pas? Si vous voulez, on le fait dans 6 mois. Sinon, c'est iOS 13.1, tout à fait, DJ Rams 10. On le fera. iOS 13.1 sort à la fin du mois avec iPadOS, version finale. On le fera plutôt début octobre. Voilà. Comme ça, c'est réglé. Comme ça, on aura la mise à jour sortie. J'aurai eu le temps de faire le tour de la mise à jour. Ils ont intégré l'Apple TV aussi dans l'appli Home. Enfin, ils ont intégré pas mal de trucs. Donc, je vous ferai un retour là-dessus. C'est vrai qu'on m'a demandé de monter aussi une boîte en domotique sur mesure. Si chômage, je lance direct. Parfait, on va lancer une multinationale. On va couvrir tout le territoire, Scalen. En avant. L'appli Eve a des trucs en plus, mais c'est pas forcément 100% mieux. Oui, c'est vrai. Mais l'autre jour, j'ai pu voir des possibilités de scénarios qui sont même pas présentes dans Maison en 13. Donc sûrement un truc à regarder. Ok, je regarderai.
Home Assistant 1.0 devrait arriver aussi d'ici quelques mois. Bah, pas fait, Deluxe. On regardera tout ça. Ça bouge pas mal en ce moment. Et c'est tant mieux. Vous avez vu mon beau t-shirt renard ou pas? De chef renard. Il est pas magnifique. Il vient de chez QWERTY. Et hier, ils ont demandé la version loup. Si ça vous intéresse. Sur ce, merci d'avoir suivi l'émission. Et on se donne rendez-vous pour ceux qui suivent en direct demain matin dans MTR. J'essaierai d'avoir le même t-shirt. Et, et sinon, on se retrouve bientôt dans d'autres émissions. StudioRenegade.fr. J'avais oublié. Oh, je l'ai pas mis. Bon, StudioRenegade.fr si vous voulez connaître la suite du programme. Attestez des Renegades sur les réseaux sociaux si vous pouvez. Si vous voulez être au courant de ce qui se passe un peu de notre actu en temps réel. Moi, c'est @Cédric Bonnet sur les réseaux sociaux, LinkedIn, partout. Et le Tipeee pour soutenir la chaîne, c'est tipeee.com/ctdrenegades. Ça nous aide évidemment à faire que les émissions continuent dans les meilleures conditions possibles et sans que la caméra plante si possible. Donc voilà, j'essaierai de vous faire un retour assez complet avec les liens de tout ce dont on a parlé dans l'émission, pour que vous puissiez aller vous faire un avis par vous-même. Merci encore à vous donc, et rendez-vous bientôt. Ciao ciao.